Quand le vent salé et odorant de Biarritz me fouettait le visage, je trouvais généralement la paix, mais pas ce matin-là. Ce matin-là, alors que les vagues géantes de l'océan Atlantique venaient se briser sur les rochers du littoral, une tempête bien plus violente se préparait en moi. Je m'appelle Maïté, et cette histoire raconte comment une femme a été mise à genoux, mais comment elle s'est relevée plus forte que jamais. Vous pensez peut-être que je suis l'une de ces femmes chanceuses qui, dans le hall d'un hôtel de luxe, distribuent des sourires autour d'elles, une coupe de champagne à la main. Vous vous trompez. Je suis celle qui essuie les traces de doigts sur les coupes de champagne, qui connaît par cœur chaque centimètre carré du sol en marbre. Je suis l'âme qui anime cet hôtel. Ou du moins, je l'étais. Mon mari Julien. Ah, Julien. Vu de l'extérieur, il était le chouchou de la haute société de Biarritz, un hôtelier charismatique et élégamment vêtu. Vu de l'intérieur, cependant, je dois choisir mes mots avec soin pour vous raconter cela. Avant de commencer cette histoire, si vous aimez les récits réels où la justice est rendue et où l'arrogance est réduite à néant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications. Car vous ne voudriez pas manquer la façon dont Julien et sa nouvelle vie ont tourné au désastre. Tout a commencé ce maudit mardi matin. Notre hôtel, le Rêve Bleu, se préparait pour les jours les plus chargés de la saison. Les téléphones de la réception n'arrêtaient pas de sonner, les grooms transpiraient à grosses gouttes en transportant les valises. Comme d'habitude, je coordonnais le service du petit déjeuner avec le personnel de cuisine et vérifiais la fraîcheur des croissants du chef. Quand on m'a dit que Julien m'appelait dans la salle de bal pour une réunion urgente, j'ai tout de suite pensé à un problème avec les fournisseurs. Ou peut-être qu'il manquait un document du fisc. Lorsque je suis entrée dans la salle de bal, tout le personnel était là. Les femmes de chambre, les serveurs, les agents de sécurité, même notre jardinier Pierre attendait dans un coin, sa casquette froissée à la main. Il régnait un silence étrange et pesant. Julien se tenait debout sur une petite estrade au milieu de la salle. Il portait le costume italien bleu marine que j'avais choisi. À ses côtés se trouvait Élodie. Élodie, je la connaissais, ou plutôt, je la voyais souvent au bar de l'hôtel, une fille d'une vingtaine d'années qui semblait croire que la vie se résumait à un filtre Instagram, qui se disait conseillère en relations publiques, mais dont personne ne savait vraiment ce qu'elle faisait. Elle se tenait à côté de Julien. Et mon Dieu, à ce moment-là, il aurait fallu que je sois aveugle pour ne pas remarquer l'arrogance de leur attitude, leur regard furtif. Mais on ne peut pas soupçonner la personne qu'on aime et en qui on a confiance, n'est-ce pas? Moi aussi, j'avais revêtu cette chemise de la naïveté pendant des années. Julien s'est éclairci la gorge. Sa voix a résonné dans les lustres en cristal de la salle. Mes amis, dit-il de son ton faussement paternel, vous savez, le Rêve Bleu n'est pas seulement un hôtel, c'est une marque, et les marques doivent s'adapter aux exigences de leur époque. Nous devons nous renouveler, rajeunir, gagner en dynamisme. Tout en parlant, il balayait la salle du regard, mais ne s'attardait jamais sur moi. Une boule froide commença à se former dans mon estomac. C'est pourquoi, a poursuivi Julien en posant sa main sur l'épaule d'Élodie, j'ai pris la décision de procéder à un changement radical au sein de l'équipe de direction. À compter d'aujourd'hui, Madame Élodie occupera le poste de nouvelle directrice générale de notre hôtel. Je suis convaincue que sa vision et son énergie nous mèneront là où nous méritons d'être. Sans le salon était glacial. Pas un bruit. Les regards stupéfaits du personnel se tournaient vers Julien, puis vers Élodie, puis enfin vers moi. Car tout le monde savait. C'était moi qui faisais tourner cet hôtel, ces murs, ce système. Julien se contentait de signer des papiers et d'aller jouer au golf. Les opérations, la gestion des crises, la satisfaction des clients, tout reposait sur mes épaules. Mais le coup le plus dur n'était pas encore venu. Julien m'a enfin regardé. Il n'y avait dans ses yeux ni amour, ni respect, ni honte, seulement une arrogance pure et simple. Et Maïté, dit-il. Son ton semblait s'adresser non pas à une employée, mais à un caillou qui lui gênait le passage. Je voulais alléger la charge qui pèse sur mon épouse. Elle est très fatiguée depuis des années. J'ai pensé qu'il fallait qu'elle s'éloigne du stress des processus opérationnels. Maïté, à partir d'aujourd'hui, tu seras à la tête du département blanchisserie. Tu seras responsable de la qualité des serviettes et de la propreté des draps. Le monde s'est arrêté, le temps s'est déformé, de la direction générale à la blanchisserie, de l'épouse à la domestique.
Quelques murmures se sont élevés dans la salle. J'ai vu notre chef de rang Henri s'avancer d'un pas, prêt à protester. Je ne l'ai même pas regardé. Je fixais uniquement Julien et Élodie, qui souriaient, ivres de victoire. Élodie, comme si elle avait répété ce moment pendant des mois, pencha légèrement la tête sur le côté et me regarda. Ce regard disait clairement: ton règne est terminé, vieille femme, c'est moi la reine maintenant. Qu'aurait fait une personne normale? Elle aurait peut-être pleuré, elle aurait peut-être crié, elle aurait peut-être couru vers le podium et s'en serait pris aux cheveux de cette femme. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant, mais cette rupture n'était pas bruyante, comme le bris d'un verre. Elle ressemblait davantage à une fissure silencieuse et profonde qui se forme dans les profondeurs d'un glacier. La douleur dans mon cœur a laissé place à autre chose en quelques secondes, à une froideur glaciale, tranchante, impitoyable. Je ne laissais pas les muscles de mon visage trembler, je ne laissais pas une seule larme couler de mes yeux. Cela aurait été le spectacle qu'ils attendaient, bon. Je ne leur donnerai pas ce qu'ils voulaient, bon. J'ai pris une profonde inspiration. S'ils avaient su ce qui me passait par la tête à ce moment-là, ils n'auraient pas pu rester aussi détendus sur cette estrade, car Julien avait oublié ou ignoré par arrogance un détail essentiel, un détail très, très important: le titre de propriété de cet hôtel, le permis de construire de ses murs, même le sol en marbre sur lequel il marchait. Rien de tout cela ne lui appartenait, rien. Mais je n'allais pas le dire maintenant. Non, cela aurait été trop facile. Un chasseur ne doit pas effrayer sa proie. Je devais attendre qu'il marche jusqu'au milieu du piège, jusqu'au point de non-retour. J'ai hoché la tête silencieusement, juste légèrement, pas comme pour approuver, mais comme pour dire à bientôt. D'accord, ai-je dit. Ma voix était plus forte que prévu. Comme vous voulez, monsieur Julien. Je me retournai, mes talons résonnant sur le sol en marbre. Sous les regards compatissants du personnel, je quittai le salon la tête haute. Je ne me dirigeai pas vers l'ascenseur, mais vers les escaliers de service. Je commençai à descendre vers le cœur de l'hôtel, vers la buanderie. À chaque marche, ma colère s'intensifiait. À chaque marche, mon plan prenait forme dans mon esprit. On m'avait envoyé à la buanderie. Très bien, mon travail consistait à laver le linge sale. Et croyez-moi, le linge sale de Julien et Élodie était encore plus sale que les draps les plus tachés que cet hôtel ait jamais vus. J'allais tout dévoiler. Mais avant cela, je devais les laisser se sentir en sécurité. Lorsque je suis descendue à l'étage inférieur, l'odeur forte du détergent et de la vapeur m'a envahi les poumons. Il faisait chaud, c'était bruyant et très loin du monde scintillant de l'hôtel. Mais c'était aussi l'endroit où tous les secrets de l'hôtel étaient révélés. Ce qui se passait dans la chambre de chacun, ce que chacun cachait, tout finissait par arriver à la buanderie. J'ai retiré ma veste et l'ai suspendue à un cintre. J'ai enfilé une blouse blanche. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, Maïté Etcheverry, propriétaire de l'hôtel, et désormais responsable de la blanchisserie. J'ai souri, ce serait le rôle le plus dangereux, mais aussi le plus gratifiant de ma vie. À votre avis, combien de temps un être humain peut-il cacher le pouvoir qu'il détient? Et surtout, cet homme qui allait devenir mon mari pouvait-il imaginer ce qui allait lui arriver lorsqu'il oublierait? Qu'il me devait tout, absolument tout? Ce n'était que le début. Le jeu venait de commencer et c'était moi qui distribuais les cartes. Seulement, il ne s'en rendait pas encore compte. La blanchisserie, les gens considèrent cet endroit comme les entrailles de l'hôtel. Un endroit à l'écart, bruyant, chaud, et où ne se trouve que de la saleté. Mais ils se trompent. La blanchisserie d'un hôtel est en fait l'endroit le plus honnête. Les gens mentent dans le hall, rient faussement aux tables du restaurant, portent des masques dans leurs chambres. Mais les draps ne mentent jamais. Les taches, les odeurs, les petits morceaux de papier oubliés dans les poches, tout cela est une confession. C'était là mon nouveau royaume. Entre le bourdonnement des lampes fluorescentes et le sifflement de la vapeur des fers à repasser industriels, je suis passée de Madame Maïté à Maïté l'attachée. Les premiers jours, le personnel avait même peur de croiser mon regard. Cela leur était pénible de me voir ici, les mains dans l'eau savonneuse, en train de plier d'énormes draps. Ils craignaient que s'ils me regardaient, cette malédiction leur serait transmise. Mais j'aimais cette invisibilité, car quand on est invisible, les gens parlent plus librement à côté de vous. Un matin, le pull en cachemire gris que Julien aimait tant est tombé dans le panier lavage spécial. Avant, je l'aurais donné à ma femme de ménage pour qu'elle le lave avec soin. Mais maintenant, il se trouvait dans le panier sale devant moi, parmi les autres. J'ai pris le pull dans mes mains,
Le toucher du tissu m'a rappelé la sécurité que je ressentais autrefois lorsque je serrais cet homme dans mes bras. Quelle stupidité! En retournant le pull, une odeur m'a frappée. Ce n'était pas celle de Julien, c'était celle d'Élodie, son parfum vanillé, lourd, sucré et bon marché. Il imprégnait les fibres du pull. J'ai eu la nausée, mais je n'ai pas arrêté. Je l'ai examiné en détail. Et là, à l'intérieur du pull, une vague tache de fond de teint, au niveau de l'épaule. Alors, me suis-je murmuré, vous n'avez même plus besoin de vous cacher. Bon, à ce moment-là, la lourde porte en fer de la buanderie s'est ouverte en grinçant. Les talons qui entraient ne semblaient pas appartenir à ce sol en béton. J'ai levé la tête. Élodie. Elle portait une blouse en soie et une jupe moulante qui, j'en étais sûre, avait été achetée avec le budget de l'hôtel. Une tasse de café à la main, elle observait les alentours comme si elle était venue se observer un animal exotique au zoo. Les employés ont interrompu leur travail et l'ont regardée avec nervosité. Quant à moi, j'ai continué à plier la serviette que j'avais dans les mains. Maïté, dit-elle en articulant mon nom, comme si le simple fait de prononcer mon nom lui procurait du plaisir. Les serviettes dans la chambre, elles sont un peu dures, non? Nous recevons des plaintes de la part des clients. Je pense que tu devrais utiliser plus d'adoucissant. Après tout, c'est ton seul travail maintenant, n'est-ce pas? Il fit un pas vers moi, son visage arborait ce sourire faux et venimeux. Seule une table à repasser nous séparait. Je l'ai regardé dans les yeux. À ce moment-là, j'aurais pu lui expliquer que l'adoucissant utilisé par cet hôtel était un mélange biologique spécialement importé de Marseille, que le dosage était réglé automatiquement et que la dureté des serviettes dépendait en fait du degré de séchage. J'aurais pu lui donner une leçon d'hôtellerie, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai baissé la tête. Vous avez raison, mademoiselle Élodie, ai-je dit, en gardant ma voix aussi obéissante que possible. Je vérifierai moi-même le dosage. La satisfaction du client est primordiale. Élodie, ne voyant pas la résistance qu'elle attendait, a hésité un instant. Le goût de sa victoire semblait s'être estompé, son adversaire ne se battant pas. Très bien, a-t-elle dit en levant le nez. Et ce pull, le pull de Julien, ne le détruisez pas, c'est son préféré. Alors qu'elle tournait le dos et s'éloignait en claquant des talons, un sourire imperceptible se dessina sur mes lèvres. Ne t'inquiète pas, pensai-je, je nettoierai ce pull, mais tu ne pourras jamais effacer la trace que tu y as laissée. Une fois Élodie partie, je me suis rendue dans mon petit bureau, ou plutôt mon débarras, situé dans un coin de la buanderie. J'ai verrouillé la porte, puis j'ai sorti de ma poche le petit carnet à la couverture noire. Ce carnet était mon assurance. À ce stade de l'histoire, je vais vous confier un secret. Si vous êtes en pleine guerre et que votre ennemi pense que vous êtes désarmé, ne le réveillez surtout pas. Laissez-le se noyer dans son orgueil. C'est ce que je faisais. Julien pensait que je ne faisais que plier des serviettes. En réalité, je m'enfermais chaque jour dans cette petite pièce et passais des heures au téléphone avec mon avocat, Pierre-Louis. Pierre, disais-je au téléphone en baissant la voix, quelle est la situation? Pierre-Louis n'était pas seulement un avocat, c'était le plus vieil ami de notre famille, à qui ma grand-tante, cette femme légendaire, avait confié son héritage. Sa voix, au bout du fil, était rassurante. Maïté, j'ai vérifié les documents 3 fois. Le testament de ta tante est solide comme un roc. Le fonds de commerce et les murs, c'est-à-dire le bâtiment et l'exploitation de l'hôtel, sont entièrement enregistrés à ton nom. Et surtout, cette clause ajoutée à ton contrat de mariage. Es-tu sûr que Julien n'en savait rien? J'en suis sûre, répondis-je, le regard fixé sur le calendrier accroché au mur. Il était tellement ivre ce jour-là qu'il ne se souvient même pas de ce qu'il a signé. Il s'était concentré uniquement sur la partie séparation de biens, car à l'époque, il voulait protéger ses petits investissements de moi. Il est tombé dans le piège qu'il avait lui-même tendu. Mais très bien, dit Pierre. Mais Maïté, tu dois être prudente. Je sens quelque chose d'étrange dans les transactions financières de Julien. Il y a de petits retraits fréquents sur les comptes de l'entreprise sous le nom de frais de rénovation. Et quand je suis la trace de cet argent jusqu'aux sociétés écrans, qu'as-tu trouvé, Pierre? Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ce n'est pas encore certain, mais il semble y avoir un compte lié au Brésil, une société immobilière à Rio de Janeiro. Ma main tremblait lorsque j'ai raccroché le téléphone. Le Brésil. Julien disait toujours « Un jour, je quitterai tout pour ouvrir un bar à Rio ». C'était son rêve de jeunesse. C'était donc ça, son plan.
Il allait vider la caisse de l'hôtel, prendre Élodie sous son bras et profiter de la vie à Rio avec mon héritage. Il allait me laisser ici sans le sou, criblé de dettes et humilié. La colère m'envahit à nouveau sous la forme d'une vague froide familière, mais cette fois-ci, elle était accompagnée d'un autre sentiment, l'urgence. Car Pierre avait raison, si les retraits d'argent avaient commencé, le temps pressait. Je devais les arrêter avant qu'ils ne commettent leur coup, mais les arrêter ne suffisait pas. Je devais les prendre en flagrant délit. Je devais les prendre de telle manière que ni Julien ni Élodie ne puissent plus jamais marcher la tête haute dans les rues de Biarritz. À ce moment-là, la responsable de la blanchisserie, désormais mon assistante, la vieille Maria, frappa à la porte. « Madame, dit-elle d'une voix inquiète, vous devez voir ça. On a trouvé ça dans la poche d'un uniforme qui venait de la réception. » Elle tenait dans sa main un petit bout de papier froissé, une note, écrite de la main d'Élodie, adressée à Julien. Je pris la note et la lus. Elle ne comportait que 3 mots, mais ces 3 mots suffirent à allumer la mèche. Le code du coffre-fort a changé. Je plissai les yeux. Le code du coffre-fort, Julien avait changé le code que je connaissais. Les préparatifs étaient donc terminés. Le grand vol allait commencer. Je regardais Maria. Cette femme travaillait avec moi depuis des années et sa loyauté était incontestable. « Maria, dis-je, le ton autoritaire revenu dans ma voix, vous n'avez jamais vu ce mot, et à partir d'aujourd'hui, vous m'apporterez tous les déchets, tous les papiers, toutes les factures provenant de la chambre de Julien ou d'Élodie, sans oublier le moindre grain de poussière. » Maria hocha la tête. Dans ses yeux, une lueur brilla, celle que provoquait la vue de son ancien patron. « À vos ordres, madame. » Les règles du jeu avaient désormais changé. Ils avaient peut-être changé le code du coffre-fort, mais ils avaient oublié une chose. Je portais en moi le sang de celui qui avait construit cet hôtel, et chaque coffre-fort possède forcément une clé passe-partout que seul son propriétaire connaît. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que le chasseur devienne la proie? Lorsque Julien ouvrira ce coffre-fort, il ne trouvera peut-être pas l'argent qu'il espérait. Ou pire encore, il pourrait y avoir un regard qui le surveille pendant qu'il prend cet argent. Préparez-vous, car la tempête ne vient pas de l'océan, mais de ce sous-sol. Gérer un hôtel, ce n'est pas seulement accueillir des clients. Gérer un hôtel, c'est connaître l'électricité qui circule dans les veines du bâtiment, le bruit des canalisations d'eau, le murmure des conduits d'aération. Julien ne connaissait que la façade de cet hôtel. Moi, je connaissais sa structure. Et dans une guerre, c'est toujours celui qui connaît le terrain qui gagne. La nuit qui a suivi le mot « le code a changé » que Maria m'a apporté, je n'ai pas pu dormir. En regardant le plafond de la chambre, j'ai repensé au moment où Julien et Élodie ont ouvert le coffre-fort. Mais y penser ne suffisait pas. Je devais voir, je devais entendre, je devais enregistrer chacun de leurs souffles, chacun de leurs murmures. Car au tribunal, les sentiments d'une femme ne constituent pas une preuve, mais un enregistrement vidéo haute définition. Voilà une preuve irréfutable. Il était 3 heures du matin. L'hôtel était plongé dans un profond silence, à l'exception du bruit de l'océan. Vêtue d'un survêtement noir et chaussée de baskets silencieuses, je marchais dans les couloirs réservés au personnel. Je n'étais pas seule. Luc était à mes côtés. Luc était le directeur technique de l'hôtel. Je l'avais embauché il y a 20 ans, alors qu'il n'était encore qu'un jeune électricien. Julien le traitait toujours comme réparateur. Pour moi, c'était le médecin de cet immeuble. Et sa loyauté n'avait pas de prix. « Vous êtes sûre, madame ?» murmura Luc, en serrant fermement la petite mallette métallique qu'il tenait à la main. « Si on se fait prendre, nous ne nous ferons pas prendre, Luc, » dis-je d'une voix dont la détermination transperçait l'obscurité. « Qui crois-tu qui a conçu les angles morts des caméras de sécurité de cet hôtel ?» J'avais raison. Le gardien de la salle de sécurité était occupé à manger les sandwichs chauds que la cuisine venait de lui envoyer sur mes instructions, et une partie des écrans était hors service, pour maintenance. Nous arrivâmes à la porte du bureau du directeur général, mon ancien bureau. Luc désactiva la serrure électronique en quelques secondes. Lorsque nous entrâmes, cette odeur qui me brûlait la gorge était toujours là, le parfum d'Élodie. Et pire encore, ils avaient changé la pièce. Mon bureau ancien en chêne avait disparu, remplacé par un bureau moderne en verre, sans âme. Les peintures à l'huile de mon grand-père avaient été retirées et remplacées par des posters abstraits sans intérêt. Ce n'était pas seulement un manque de goût,
C'était une tentative d'effacer mes traces. La colère me monta à la gorge, mais je la ravalai. Ce n'était pas le moment de se laisser aller à l'émotion. Luc, ai-je murmuré, je veux 2 caméras. L'une doit filmer clairement la table et les fauteuils. L'autre, j'ai pointé du doigt les lambris en bois dans le coin de la pièce, directement vers l'endroit où se trouve le coffre-fort. Luc acquiesça et se mit au travail. Il était si rapide et silencieux qu'il ressemblait à un fantôme. Il installa la première caméra à l'intérieur du détecteur d'incendie au plafond. Pour la deuxième, il dut faire preuve de plus de créativité. Il choisit le socle de la coupe de golf que Julien vantait tant mais n'avait jamais ouverte, posée sur la bibliothèque juste en face du coffre-fort. Le son demandai-je. Le son sera d'une clarté cristalline, madame, répondit Luc en serrant la dernière vis. Vous entendrez même sa respiration. Nous étions sur le point de partir lorsque des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. Des pas lourds et rythmés, le chef de la sécurité de nuit. Il n'était pas censé venir à cet étage à cette heure-là. Luc s'est figé, ses yeux s'étaient agrandis. J'ai vu la poignée de la porte s'abaisser lentement. Il n'y avait nulle part où se cacher. La table en verre était transparente, les rideaux étaient ouverts. À ce moment-là, j'ai pris une décision en une fraction de seconde et j'ai attrapé Luc par le bras pour l'entraîner dans le placard à côté de la porte. Au moment où nous avons fermé la porte du placard, la porte du bureau s'est ouverte. Le chef de la sécurité a braqué sa lampe torche à l'intérieur. Le faisceau lumineux balaya la pièce. Il s'arrêta sur la table en verre, sur les posters accrochés au mur, puis sur la porte du placard où nous nous trouvions. Je retins mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende de l'extérieur. Si nous nous faisions prendre maintenant, tout serait fini. Je voyais déjà les gros titres. Une ex-épouse vole son propre hôtel. Le chef a murmuré quelque chose dans son talkie-walkie. Puis il a fermé la porte et l'a verrouillée. Nous avons attendu que ses pas s'éloignent. Lorsque nous sommes sortis du placard, nous étions tous les deux en sueur. Luc m'a regardé et a poussé un profond soupir. « C'était chaud ?» a-t-il dit. « Trop chaud », ai-je répondu. « Mais ça en valait la peine, allons-y. » Le lendemain matin, j'étais dans ma petite cachette de la buanderie. Mais ce n'était plus seulement un débarras. Luc avait nettoyé un vieil ordinateur portable pour moi et l'avait connecté à un réseau privé. J'ai allumé l'écran. L'image est apparue. En noir et blanc, mais net. Le bureau, à 10h45, la porte. C'est ouverte. Julien est entré, suivi immédiatement par Élodie. Julien semblait nerveux. Il n'arrêtait pas de desserrer sa cravate. Élodie, quant à elle, était détendue comme d'habitude, jouant avec son téléphone. J'ai mis mes écouteurs. Et voilà, la voix de mon ennemi résonnait dans mes oreilles. « Julien, reste calme, » disait Élodie. « Tout se passe comme prévu. » Rester calme? Julien faisait les 100 pas autour de la table. « Le risque est trop grand, Élodie. Si les contrôleurs s'en aperçoivent... » « Personne ne s'en apercevra, » l'interrompit Élodie. Sa voix était glaciale. « Pense à la réception du 14 juillet. L'hôtel va regorger d'argent liquide. Il y aura au moins 200 000 € dans la caisse. Qui pourra suivre quoi dans cette cohue? Le 14 juillet, le jour de la Bastille, la fête nationale française, et le jour où l'hôtel réalise son plus gros chiffre d'affaires de l'année. C'était donc ça, la date. « Et Maïté ?» demanda Julien. Il s'arrêta et regarda par la fenêtre. Elle n'est pas idiote, elle pourrait se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Élodie éclata de rire. Ce rire résonna dans mes oreillettes comme un coup de poignard. Cette femme est en train de s'abrutir avec des odeurs de lessive, mon cher. Et puis... Élodie s'approcha de la table et baissa la voix. C'est justement ce qui fait tout le charme de ce plan. Ah oh? J'ai retenu mon souffle. Quand on aura pris l'argent, dit Élodie, à qui penses-tu qu'on fera porter le chapeau? Qui est l'ancien patron qui connaît les codes, qui est furieux d'avoir été licencié et qui veut se venger? Mon sang se glaça. Il n'allait pas seulement me voler mon argent, ils n'allaient pas seulement me prendre mon hôtel, ils allaient m'accuser de vol. Ils allaient me faire mettre en prison. Leur plan était parfait. Vu de l'extérieur, tout jouait en ma défaveur. Je correspondais parfaitement au profil d'un criminel motivé. Si je n'avais pas installé cette caméra, si je n'avais pas entendu cette conversation, j'aurais été menottée, été expulsée de l'hôtel dans la nuit du 14 juillet. J'ai regardé Julien à l'écran. L'homme que j'avais aimé autrefois hochait maintenant la tête pour me détruire. « Tu as raison » a-t-il dit. « Il l'a mérité. Il nous a toujours regardés de haut.
Maintenant, il va voir ce que c'est que d'être en bas. J'ai lentement fermé le couvercle de l'ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient plus. La peur avait complètement disparu. Ici, dans la lumière tamisée de la buanderie, je voudrais poser une question à mes spectateurs. Avez-vous déjà entendu la personne la plus proche de vous préparer votre faim en vous regardant droit dans les yeux? Que ressentiriez-vous à ce moment-là? Je vais vous le dire. La liberté. Parce qu'il n'y avait plus de remords. Je ne me demandais pas est-ce que j'exagère? Ils avaient déclaré la guerre, moi je préparais la bombe atomique. Le 14 juillet? Très bien Julien, puisque tu veux un spectacle, je vais t'offrir un feu d'artifice que Biarritz n'oubliera jamais. Mais cette nuit-là, il n'y aura pas que des feux d'artifice qui exploseront. Il y aura aussi ta vie. La vengeance n'est pas un plat qui se mange chaud, contrairement à ce que l'on croit. La vengeance est un festin préparé avec patience, où chaque épice est choisie avec soin, et surtout où l'on attend que son ennemi serve le plat de ses propres mains. Il ne restait plus que 3 jours avant le 14 juillet, le grand jour. L'hôtel ressemblait à une ruche. Les odeurs de homard qui s'élevaient de la cuisine, les immenses compositions florales transportées dans la salle de bal, la scène installée dans le jardin. Tout le monde s'affairait pour les célébrations du 14 juillet. Julien et Élodie, quant à eux, étaient grisés par leur victoire imminente. Ils pensaient de vider la caisse et s'enfuir cette nuit-là. Moi, je savais que cette nuit serait leur dernière. Mais un chasseur, après avoir tendu son piège, doit faire la chose la plus difficile, attendre. Et pendant qu'il attend, il ne doit pas effrayer sa proie. C'est pourquoi, pendant ces 3 jours, j'ai joué le meilleur rôle de ma vie, la tête baissée, les épaules affaissées, les yeux fatigués. Exactement le portrait de la femme vaincue qu'il voulait de voir. À midi, alors que j'étais assise seule dans un coin de la cantine du personnel, en train de boire ma soupe, Julien est entré. Il était accompagné du fournisseur de vin de l'hôtel. Il m'a vue. Il a hésité un instant, puis a affiché sur son visage cette expression de compassion, hypocrite et dégoûtante. Maïté, dit-il d'une voix forte, comme s'il voulait que tout le monde l'entende. J'espère que tu t'es habituée à ton nouveau poste à la blanchisserie. Il paraît que les serviettes n'ont jamais été aussi blanches. Tu vois, quand chacun fait le travail qui correspond à ses compétences, tout le monde y gagne. Le bruit des couverts dans la cantine s'est arrêté. Le personnel a baissé la tête, honteux. Le fournisseur ne savait pas où poser son regard. Je posai doucement la cuillère que je tenais dans ma main dans le bol. Le volcan qui bouillonnait en moi voulait exploser. J'avais envie de lui crier: ces serviettes blanches m'appartiennent, tu n'es qu'un parasite salarié. Mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je me levai et joignis les mains devant moi. Merci, monsieur Julien, ai-je dit d'une voix tremblante. Je fais de mon mieux. Julien a ri satisfait et a tapoté le dos du fournisseur. Voilà ce qu'est la loyauté, a-t-il dit. Puis ils sont partis. À ce moment-là, j'avais serré ma main sous la table si fort que mes ongles avaient creusé ma paume. Mais cela en valait la peine, car ce que j'avais vu dans les yeux de Julien, c'était un pur soulagement. Il ne me considérait plus comme une menace. Il avait complètement baissé sa garde, et un homme qui baisse sa garde est un homme sans défense. Ce soir-là, à la fin de ma journée de travail, je suis sortie par la porte arrière de l'hôtel. Mais je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai marché le long de la route côtière, ma capuche rabattue sur la tête, et je suis entrée dans un petit refuge de pêcheurs isolés. Pierre-Louis m'y attendait. À ses côtés se trouvait un autre homme, aux yeux durs et aux cheveux gris. Maïté, m'a dit Pierre en me présentant à cet homme. Voici l'inspecteur Renard, de la brigade des délits financiers. L'inspecteur Renard ne m'a pas serré la main. Il m'a simplement salué d'un signe de tête. Pierre m'a dit que vous aviez des enregistrements, madame, a-t-il dit. Sa voix était aussi dure que le bruit des vagues se brisant sur les rochers. Je sortis la clé USB de mon sac. Tout est là, dis-je. Les plans, les dates, même la manière dont ils allaient transférer l'argent, tout est enregistré de leur propre voix. L'inspecteur prit la clé USB et la mit dans sa poche. Ça suffit, dit-il. Mais nous devons les prendre en flagrant délit. Nous devons être là au moment où l'acte sera commis, sinon avec un bon avocat, ils pourront s'en sortir en disant qu'ils plaisantaient. Le soir du 14 juillet, ai-je répondu. À 23 heures, lorsque les feux d'artifice commenceront, tout le monde sera sur la terrasse. Le coffre-fort sera alors ouvert. Renard nota quelque chose dans son carnet.
Nous serons à l'hôtel en civil, 2 agents déguisés en serveurs, 2 agents à la porte. C'est vous qui donnerez le signal, madame. Quel sera le signal? Demanda Pierre. Je plissai les yeux. Je pensais à la somptueuse illumination de l'hôtel ce soir-là. Le disjoncteur principal, dis-je. Au moment où le coffre-fort s'ouvrira, j'éteindrai toutes les lumières extérieures de l'hôtel. Seule la salle de bal restera éclairée. Ce sera votre signal. Tom, l'inspecteur approuva et s'en alla. Pierre et moi restâmes seuls. Mon vieil ami me regarda avec inquiétude. Maïté, dit-il, es-tu prête pour cela? Être là pendant qu'on passe les menottes à ton mari? Cela ne sera pas facile. Je regardais la mer. Le clair de lune brillait sur l'eau sombre. Je ne veux pas que ce soit facile, Pierre, dis-je. Je veux que ce soit juste. Et la justice, parfois, c'est le bruit des menottes. Le lendemain, 13 juillet, le calme avant la tempête. Les entrées d'argent dans la caisse de l'hôtel étaient considérables ce jour-là. Les réservations, les acomptes. Les 200 000 euros estimés par Élodie avaient déjà atteint les 250 000. Depuis mon ordinateur dans la buanderie, je surveillais Julien avec une caméra cachée. Il ouvrait la caisse, comptait l'argent, puis se tournait vers Élodie et lui souriait comme un enfant. Il avait oublié que cet argent était en fait le mien, que cette caisse était en fait la mienne. Dans l'après-midi, Élodie descendit à la buanderie. Elle tenait dans ses mains la robe qu'elle avait fait confectionner pour le bal du 14 juillet. Une robe rouge, en soie, très voyante. « Repasse-moi ça », m'a-t-elle dit en me jetant la robe dans les bras. « Et ne la brûle pas. Demain soir, je vais monter sur scène en tant que nouvelle reine de cet hôtel. Je dois être parfaite. » Je pris la robe. Le tissu en soie glissa entre mes doigts. « Ne vous inquiétez pas, » dis-je. « Demain soir sera inoubliable. » Après le départ d'Élodie, j'ai étendu la robe sur la table à repasser. J'ai allumé la vapeur. À ce moment-là, une idée diabolique m'est venue à l'esprit. Abîmer la robe, y faire un petit trou, mais non, ce serait trop facile, elle devait porter cette robe. Elle devait atteindre le sommet avec cette robe pour que sa chute soit encore plus spectaculaire. À mes amis qui regardent cette vidéo, j'aimerais poser une question. Avez-vous déjà été obligé de servir quelqu'un qui voulait vous détruire? Avez-vous déjà ravalé les mots qui vous serraient la gorge et répondu « oui » avec un sourire hypocrite? Si oui, vous me comprenez très bien. Ces mots ravalés ne disparaissent pas. Ils s'accumulent dans l'estomac, durcissent. Et un jour, ils se transforment en pierre et attendent de retomber sur la tête de cette personne. J'ai repassé la robe à la perfection. Je l'ai suspendue à un cintre. « Mets-la, Élodie » ai-je murmuré. « Mets-la et brille, car ce sera la dernière robe en soie que tu porteras. Les uniformes de prison ne sont pas aussi élégants. » Demain était un grand jour. Demain, les murs du rêve bleu allaient trembler, mais pas à cause des feux d'artifice, à cause du poids de la vérité. Le soir du 14 juillet, Biarritz brillait comme un écrin à bijoux. Le ciel était dégagé, la lune pleine. Sur la terrasse du rêve bleu, des centaines d'invités riaient, un verre de cristal à la main, tandis que les notes d'un orchestre de jazz se mêlaient à la brise océane. Vu de l'extérieur, cet endroit était un coin de paradis sur terre. Mais je savais que les portes du paradis allaient bientôt se fermer et que celles de l'enfer s'ouvriraient en grand. Je me tenais debout dans l'ombre de l'entrée du personnel, invisible comme un fantôme dans mon uniforme noir. Mes yeux scrutaient la foule. Et elle était là, Élodie. Dans la robe en soie rouge que j'avais repassée, elle se tenait au milieu de la terrasse comme un monument à la victoire. Elle lançait de faux rires aux riches hommes d'affaires et aux dames de la haute société qui l'entouraient, tenant sa coupe de champagne comme un sceptre royal. À ce moment-là, j'étais presque admirative de sa confiance en elle. Être capable de tourner avec autant d'élégance sans savoir qu'elle dansait au bord du précipice était vraiment un grand talent. Julien, quant à lui, il était différent. Même de loin, je pouvais voir les gouttes de sueur perler sur son front. Il n'arrêtait pas de rajuster son smoking et jetait sans cesse un œil à sa montre. Son sourire ne rejoignait pas ses yeux lorsqu'il parlait aux invités. Il avait peur, et la peur est le parfum le plus fidèle du coupable. Vous avez beau vous laver, cette odeur vous colle à la peau. Il était 22h45. Il restait 15 minutes avant le feu d'artifice. L'un des serveurs qui circulait parmi la foule inclina légèrement son plateau et me regarda. C'était l'un des hommes de l'inspecteur Renard. Un autre essuyait les verres derrière le bar.
Lui, vêtu d'un élégant costume, était assis à une table dans un coin, un cigare à la main, observant les alentours comme un touriste. Mais ses yeux étaient aussi perçants et concentrés que ceux d'un aigle. Nos regards se croisèrent, Renard se gratta légèrement le menton. Cela signifiait: tout le monde est en place, nous sommes prêts. J'ai pris une profonde inspiration, l'air qui remplissait, mes poumons sentaient le sel et la poudre à canon. C'est parti, ai-je murmuré. À ce moment-là, Julien fit un signe discret à Élodie. Elle hocha légèrement la tête et continua à distraire les invités. Julien, quant à lui, s'éloigna de la foule en faisant mine de devoir passer un coup de fil et se dirigea vers le hall de l'hôtel. Il avait mordu à l'hameçon. Je me suis immédiatement emparée de ma radio. Luc, ai-je dit, la cible est en mouvement. La voix de Luc, grésillante mais claire, a résonné dans mon oreillette. Je le vois, madame. Il est entré dans le couloir des bureaux. Je suis en bas, je vous attends. Je me mis à courir dans les escaliers de service vers la salle technique. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Cette course fut la plus longue de ma vie. À chaque marche, je laissais derrière moi un peu plus du poids du passé. Maïté humiliée, Maïté trompée, Maïté reléguée à la buanderie. Tout cela restait derrière moi. Quand je suis entrée dans la salle technique, Luc était devant son ordinateur. La lumière bleue de l'écran éclairait son visage. Je me suis approchée et j'ai regardé l'écran. Caméra 1 en. Julien entre dans le bureau. Il verrouille à la porte. Ses mains tremblent. Il desserre sa cravate. Caméra 2. Julien se dirige vers la coupe de golf. Il la pousse sur le côté. Il ouvre le panneau derrière. Et le coffre-fort? Le coffre s'est ouvert. Il était rempli de liasses de billets de 500 violets et de 200 jaunes. Les yeux de Julien se sont mis à briller. Il s'est arrêté un instant, a touché l'argent. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage à ce moment-là. Une cupidité pure et malsaine. Il a ouvert le sac de sport à côté de lui et a commencé à y fourrer frénétiquement les billets. « Dépêche-toi, idiot !» murmurai-je en regardant l'écran. « Dépêche-toi de te faire prendre. » À ce moment précis, la première explosion retentit à l'extérieur. Boum! Les feux d'artifice avaient commencé. Le ciel s'illumina et les vitres de l'hôtel tremblèrent. À ce stade, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà hésité, à un moment irréversible de votre vie, alors que votre main était sur ce bouton rouge, vous êtes-vous dit: « Et si je ne le faisais pas ?» Je ne l'ai pas fait, parce que chaque billet qui se trouvait dans ce sac représentait mon travail, ma famille, mon honneur, et il ne volait pas seulement mon argent, il fourrait mon passé et mon avenir dans ce sac. Si vous aviez été à ma place, d'essayer ça à ma place, vous n'auriez pas hésité une seconde avant d'appuyer sur le bouton, n'est-ce pas? Julien a rempli le sac. Il a fermé la fermeture éclair. Il s'est redressé. Son visage arborait un sourire triomphant. J'ai lu sur ses lèvres: « J'ai réussi. » Il s'est dirigé vers la porte. Luc m'a regardé. « Madame ?» a-t-il dit. « Le moment est venu. » J'ai posé ma main sur l'interrupteur principal de l'hôtel. Le vieil gigantesque contrôlait tous ces lustres scintillants, ces spots ostentatoires, ce monde factice. J'ai pris une profonde inspiration. « Bonne nuit, mon cher mari !» ai-je dit. Et j'ai abaissé l'interrupteur de toutes mes forces. Clac! En un instant, tout fut plongé dans le noir. La musique s'arrêta. Le ronronnement des climatiseurs cessa. Le rêve bleu se transforma en un navire fantôme noir et silencieux au milieu de l'océan. Seules les lumières colorées des feux d'artifice à l'extérieur projetaient des ombres effrayantes à l'intérieur, par intermittence, à travers les fenêtres. Et dans cette obscurité, au-dessus, non pas dans la salle de bal, mais dans le couloir où se trouvait le bureau, on entendit le cri de surprise de Julien. « Que se passe-t-il, bon sang ?» Je souris. L'obscurité était mon ami, mais pour lui, c'était le début de la fin. J'appuyai sur mon talkie-walkie. « Inspecteur, dis-je, le gibier est dans la cage. Les lumières sont à vous. Il était maintenant temps de monter et d'assister à la scène finale. Lorsque les lumières s'éteignent dans un hôtel, la première chose que vous entendez n'est pas le silence. La première chose que vous entendez, c'est le souffle surpris de centaines de personnes en même temps. Un « Ha !» suivi de chuchotements, puis de rires nerveux et enfin de panique. En bas, sur la terrasse, les clients essayaient d'allumer la lumière de leur téléphone, tandis que je montais les escaliers deux par deux.
L'obscurité m'était indifférente. Je connaissais chaque marche, chaque recoin de cet hôtel comme ma poche. Même les yeux fermés, j'aurais pu trouver ce bureau. Lorsque j'arrivai à l'étage des bureaux, le couloir était plongé dans l'obscurité totale. Seuls les éclats colorés des feux d'artifice qui éclataient à l'extérieur illuminaient les murs pendant quelques secondes. Rouge, vert, violet. On aurait dit un champ de bataille plutôt qu'une boule disco. Et parmi ces lumières, j'ai aperçu l'inspecteur Renard et son équipe. Ils se déplaçaient comme des ombres, silencieux, professionnels, mortels. Renard n'avait pas encore allumé la lampe torche qu'il tenait à la main. Il s'était positionné de part et d'autre de la porte du bureau. De l'intérieur, j'entendais la voix de Julien. Elle ressemblait au grognement d'un animal pris au piège. Bon sang, où est le téléphone? Où est la lumière? J'ai entendu quelque chose se renverser. Il avait probablement renversé cette table basse moderne en verre. Renard m'a regardé, ses yeux brillaient dans l'obscurité. Il a levé son pouce. Tu es prêt? M'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Renard posa sa main sur la poignée de la porte. Et d'un seul coup, comme si une tempête venait de se déchaîner, il ouvrit la porte d'un coup de pied. Police! Ne bougez pas! Au même moment, 4 puissantes lampes torches ont éclairé la pièce. Les faisceaux, lumineux, y ont illuminé Julien figé au milieu de la pièce, un sac de sport rempli à ras-bord dans les mains. Il clignait des yeux. Comme un taupe, il était aveuglé par la lumière soudaine. Son visage était blanc comme de la craie. Les gouttes de sueur sur son front brillaient comme des diamants à la lumière des lampes torches. Couche-toi par terre, mets tes mains sur la tête, cria l'un des agents. Julien lâcha son sac comme s'il était brûlant. Ses genoux semblaient se dérober sous lui. Lentement, tremblant, il s'effondra au sol. Je, je peux vous expliquer, balbutia-t-il. Sa voix était si faible qu'il était impossible de croire qu'elle provenait du même homme à la voix habituellement arrogante et forte. C'est un malentendu. Je suis le directeur de l'hôtel. Cet argent, c'est pour la sécurité. Bien sûr, dit Renard en passant les menottes métalliques froides au poignet de Julien. Vous avez acheté un billet pour Rio de Janeiro pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas, monsieur Etcheverry? Le passeport et le billet, aller simple dans votre poche, rendent cette mesure de sécurité quelque peu suspecte. Julien leva la tête. Ses yeux cherchèrent un sauveur dans la pièce, et finalement, il me trouva debout sur le seuil de la porte. L'inspecteur Renard recula d'un pas et ne braqua pas la lampe sur moi, mais laissa Julien dans un angle où il pouvait me voir clairement. Je croisai les bras sur ma poitrine. Dans mon uniforme noir, je ressemblais moins à une personne en deuil, à ses propres funérailles, qu'à un juge prononçant une sentence capitale. Maïté, dit Julien. Il prononça mon nom non pas comme une question, mais comme un appel à l'aide. Maïté, dis-leur. Je suis ton mari. Dis-leur qu'il y a une erreur. Je suis entrée dans la pièce. Je suis passée devant le sac posé par terre et je me suis arrêtée devant lui. J'ai baissé les yeux vers mon mari agenouillé. Tu as raison, Julien, dis-je. Ma voix était si calme que j'en fus moi-même surprise. Tu es mon mari, mais tu oublies une chose. Je suis aussi la propriétaire de cet hôtel, et tu viens d'être surpris en train de voler mon argent. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Mais, mais tu étais à la blanchisserie, tu ne savais rien. J'ai souri. Ce sourire de Maïté, la détachante. Quand on détachait les taches dans la buanderie, on voyait parfois aussi les taches dans l'âme des gens, Julien. Et ta tache, elle était si grande qu'aucun détergent n'aurait pu l'enlever. Je me suis penchée vers lui, mon visage tout près du sien. Rio est magnifique à cette saison, lui ai-je murmuré. Mais je crains que ta cellule soit un peu humide. Ne t'inquiète pas, je t'enverrai des draps propres. Après tout, c'est mon travail, n'est-ce pas? Julien ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Je vis la lumière s'éteindre dans ses yeux, son arrogance s'effondrer. À cet instant, à cet instant, il avait payé le prix de toutes ces humiliations, de ce traitement de domestique. Avez-vous déjà vu un tyran rapetisser lorsque son pouvoir lui est retiré? Rapetisser physiquement? Julien, cet homme à l'ego démesuré qui occupait toute la pièce, était maintenant recroquevillé sur le sol comme un insecte. Et croyez-moi, cette image était la plus belle vue du monde. Renard a aidé Julien à se relever. Allons-y, a-t-il dit d'un ton sec. Ils sont sortis dans le couloir et je suis restée dans la pièce. J'ai regardé le sac par terre, puis j'ai regardé la coupe de golf sur la table, c'est-à-dire ma caméra cachée, et j'ai cligné de l'œil.
Mais mon travail n'était pas encore terminé. Julien n'était qu'un pion, le roi était toujours dehors, la reine. Ou plutôt cette femme qui se prenait pour la reine, Élodie. Lorsque je suis sortie sur la terrasse, les générateurs s'étaient mis en marche et les lumières de secours s'étaient allumées. La foule murmurait. Élodie, au milieu de la terrasse, essayait de joindre quelqu'un avec son téléphone. Même si elle essayait de ne pas paniquer, je pouvais voir la peur sous son maquillage. Elle appelait Julien. Elle n'obtenait pas de réponse. Je me suis arrêtée en haut des escaliers. Le vent faisait flotter mon uniforme noir. Tous les regards se sont tournés vers moi, car alors que les lumières de l'hôtel étaient éteintes, les gyrophares bleus et rougets des voitures de police se reflétaient depuis le bas, à l'entrée de la rue. Et tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. J'ai pris une profonde inspiration. C'était à moi d'entrer en scène. J'ai commencé à descendre lentement les escaliers. À chaque marche, le brouhaha sur la terrasse diminuait un peu plus. Les gens regardaient cette femme vêtue d'un uniforme noir, les cheveux tirés en arrière, mais qui marchait avec l'allure d'une impératrice. Personne ne me reconnaissait, du moins pas encore. Quand Élodie m'aperçut, la peur sur son visage fit place à cette colère familière. Elle se croyait toujours la maîtresse de cet hôtel. Pauvre idiote. Vous cria-t-elle en pointant son doigt vers moi. Sa voix tremblait, mais elle essayait de paraître autoritaire. Que croyez-vous faire? C'est vous qui avez coupé les lumières? Quelle audace! Sécurité! Virez cette femme immédiatement! Le chef de la sécurité, l'homme qui ne nous avait pas vus lorsque je m'étais cachée dans le placard du bureau cette nuit-là, fit un pas en avant, mais il s'arrêta, car derrière moi, sorti de l'ombre, l'inspecteur Renard et deux policiers en uniforme étaient apparus sur la terrasse. La main d'Élodie resta en l'air. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue des policiers. Elle chercha Julien du regard, mais Julien n'était pas là. Il n'y avait que moi. Je me suis dirigée vers le pied du micro. Le chef d'orchestre a reculé, stupéfait. J'ai pris le micro dans ma main. La froideur du métal m'a brûlé la paume. C'était le goût du pouvoir. Mesdames et messieurs, dis-je. Ma voix résonna avec une clarté cristalline dans les haut-parleurs. Je vous prie de m'excuser pour le problème technique et l'interruption de votre soirée. Cependant, je crains que nous devions apporter une petite modification à notre programme Célébration. J'ai fixé mon regard sur Élodie. Elle était de seule sous les projecteurs dans sa robe rouge. Il y a quelques instants, ai-je poursuivi sans la quitter des yeux, Monsieur Julien Etcheverry, le soi-disant directeur général de notre hôtel, a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir à l'étranger avec 250 000 € volés dans la caisse de l'hôtel. Bab in pontim, mama tomambei. Un hi collectif s'éleva de la foule. Des murmures se propagèrent comme une vague. Élodie trébucha. Elle porta une main à son cœur. « C'est faux !» s'écria-t-elle. Mais sa voix ne fut qu'un faible bourdonnement face à la puissance des haut-parleurs. « Cette femme est folle, ce n'est qu'une blanchisseuse. Nous l'avons renvoyée, elle cherche à se venger. » Je souris légèrement au micro. « Oui, dis-je, je suis blanchisseuse. C'est vrai. Depuis 3 mois, je nettoie vos draps sales, vos nappés tachés, et la saleté dans votre conscience. » J'ai sorti un papier plié de ma poche. C'était une copie de mon titre de propriété et de l'enregistrement de ma société. Je l'ai brandi en l'air. Mais en même temps, ai-je dit en élevant la voix, je suis Maïté Etcheverry. Je suis l'unique et légitime propriétaire de cet hôtel, de ce bâtiment et du terrain sur lequel vous vous trouvez actuellement. Silence. Un silence absolu, profond. Puis le maire de Biarritz, assis à la table la plus proche, s'est levé. Il me connaissait. Il a lentement hoché la tête. Cette approbation a été le coup de grâce pour Élodie. Élodie regarda autour d'elle. Elle n'avait nulle part où aller. « Je n'ai rien à voir avec ça !» cria-t-elle en versant des larmes de crocodile. « Julien, il m'a trompée, je ne savais rien !» Renard s'approcha calmement d'Élodie. Il tenait une tablette dans ses mains. « Mademoiselle Élodie, dit-il, nous avons en notre possession des enregistrements audio et vidéo prouvant que vous avez planifié le braquage avec Monsieur Julien, que vous avez obtenu les codes du coffre-fort et que vous avez organisé la fuite. De plus, nous avons également prouvé que vous étiez cosignataire du compte bancaire au Brésil. » Élodie se figea. Renard sortit les menottes métalliques. « Vous allez devoir nous accompagner au poste. » Élodie tenta de résister. « Ne me touchez pas, vous allez abîmer cette robe. C'est de la soie, cria-t-elle. Le policier lui tordit les bras dans le dos d'un geste à la fois doux et ferme.
Le cliquetis des menottes me sembla plus doux que la musique de jazz. Alors qu'Élodie, il était emmenée par les policiers, je passais à côté d'elle. Je m'arrêtai. Je me penchai vers son oreille. Ta robe est magnifique, ma chérie, lui murmurai-je. C'est moi qui l'ai repassée. Mais j'ai bien peur qu'elle se froisse un peu dans la voiture de police. Ne t'inquiète pas, en prison, tu porteras des uniformes gris en polyester. Ils n'ont pas besoin d'être repassés. Élodie m'a lancé un regard haineux, a essayé de cracher, mais les policiers l'ont rapidement emmenée. La robe rouge a disparu dans l'obscurité de la nuit. Tout comme ses rêves, je me suis retournée vers le micro. Les invités étaient sous le choc. Un scénario catastrophe pouvait, avec un bon leadership, se transformer en un souvenir inoubliable. Cher invité, dis-je en adoptant mon ton le plus accueillant, ce soir vous avez été témoin de la justice rendue. Ce n'est pas la fin pour le rêve bleu, mais un nouveau départ. Et pour célébrer ce nouveau départ, je regardais le maître d'hôtel, Henri. Henri me regardait, les yeux remplis de larmes. Il avait compris que son ancien patron était de retour. Henri, dis-je, va ouvrir la cave, apporte les meilleures bouteilles de champagne. Ce soir, c'est la maison qui paye. La foule a d'abord réagi avec hésitation, puis a éclaté en applaudissements enthousiastes. Les gens aimaient la justice, mais ils aimaient encore plus le champagne gratuit. À ce moment précis, je voudrais m'adresser à vous, mes spectateurs. Avez-vous déjà imaginé ce moment où, devant une foule nombreuse, vous récupérez ce qui vous appartient? Il n'y a pas de mots pour décrire le plaisir que procure cet instant. Ce n'est pas de l'adrénaline, ce n'est pas de la vengeance, c'est comme la gravité. C'est tout ce qui doit être à sa place. Si un jour, quelqu'un essaie de vous pousser hors de la scène, ne pleurez pas dans les coulisses. Éteignez les lumières, prenez le micro et commencez votre propre spectacle. Car la vie n'applaudit pas les spectateurs timides, mais les acteurs courageux. Ce soir-là, alors que les bouteilles de champagne sabraient, j'ai pris un verre et l'ai levé vers l'océan. Julien était en prison, Élodie était en détention, l'hôtel était à moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes amis, car il est si facile de remporter la victoire. Le plus difficile est de nettoyer les décombres et de reconstruire. Et les décombres laissés par Julien étaient bien plus profonds que je ne le pensais. Le soir du 14 juillet, j'avais sabré le champagne de la victoire. Mais le matin du 15 juillet, parmi les débris des coupes de champagne et les confettis, je me suis réveillée face à une dure réalité. La fête était finie, les policiers étaient partis. Les invités s'étaient retirés dans leurs chambres. Il ne restait plus que moi, les couloirs silencieux de l'hôtel et les montagnes de dossiers que mon avocat Pierre-Louis avait empilés devant moi. Lorsque Pierre est entré dans mon bureau ce matin-là, oui, mon bureau antique qui m'appartenait à nouveau, son visage était livide. Il tenait un épais dossier à la main. « Maïté », a-t-il dit en posant le dossier sur la table. Sa voix était fatiguée. Julien et Élodie, ils n'ont pas seulement essayé de voler l'argent de la caisse, ils ont aussi volé l'avenir de l'hôtel. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres que j'ai vus m'ont donné le vertige. Julien avait contracté d'énormes emprunts bancaires sous le prétexte de travaux de rénovation. Les fournisseurs n'avaient pas été payés depuis des mois. Même les bouteilles de vin coûteuses de la cave avaient été achetées à crédit. Les avis d'imposition étaient cachés au fond des tiroirs. « La situation est-elle grave ?» ai-je demandé. « Grave », a répondu Pierre. « L'hôtel est techniquement au bord de la faillite. Nous avons récupéré les 250 000 euros qui se trouvaient dans la caisse, mais les dettes sont 5 fois plus élevées. La solution la plus raisonnable. » Il s'est interrompu et a regardé par la fenêtre. « La solution la plus raisonnable est de vendre l'hôtel, Maïté. Tu ne peux pas faire face à ces dettes. Une grande chaîne hôtelière rachètera l'établissement, remboursera les dettes et tu pourras prendre ta retraite avec le peu d'argent qui restera. » Je me suis adossée dans le fauteuil en cuir où j'étais assis. J'ai fermé les yeux. Vendre, vendre l'héritage de ma grand-tante, ces couloirs où j'avais passé mon enfance, à une chaîne hôtelière sans âme. Cela revenait à laisser Julien gagner. Même s'il était en prison, si cet endroit fermait, c'est lui qui aurait gagné. Je me suis levée et je suis sortie sur le balcon. En bas, les vagues déchaînées de Biarritz venaient s'écraser sur le rivage. C'était tôt le matin et il y avait des dizaines de points noirs sur la mer. Des surfeurs. Ils tombaient, ils étaient emportés par les vagues, mais à chaque fois, ils remontaient sur leurs planches et essayaient d'attraper la vague. Ils n'abandonnaient pas. Ils luttaient contre la nature, mais en même temps, ils dansaient avec elle. Pendant un petit instant, je me suis souvenue de mon enfance.
De l'époque où ma tante dirigeait cet hôtel, à l'époque, cet endroit n'était pas luxueux, il était authentique. Les gens venaient ici non pas pour mettre leur cravate, mais pour se reposer l'esprit. Julien avait transformé cet endroit en une cage dorée froide, distante, accessible uniquement aux riches. Et maintenant, cette cage était en train de se détériorer. Non, dis-je, surpris par ma propre voix. Pierre se tenait derrière moi. Monsieur, je me suis retournée, la fatigue avait disparu de mes yeux. Nous n'allons pas vendre, Pierre, nous allons changer. Mais comment? Les dettes? Nous allons rembourser les dettes, dis-je avec détermination. Mais pas avec les méthodes de Julien. Nous allons jeter à la poubelle ce faux luxe, ces champagnes hors de prix, ce faste inutile. J'ai montré du doigt les surfeurs en contrebas. L'esprit de Biarritz n'est pas dans cette salle, mais là-bas, dans l'océan. Les gens ne veulent plus s'asseoir dans des fauteuils dorés. Ils veulent respirer. Ils veulent bouger. Ils veulent se sentir mieux. Le jour même, j'ai réuni tout le personnel. Ils avaient l'air inquiets. La plupart pensaient qu'ils allaient être licenciés. Mes amis, leur ai-je dit, nous traversons une période difficile. Julien nous a laissé un champ de ruines, mais nous ne resterons pas ensevelis sous ces décombres. Je me suis tournée vers le chef cuisinier. Fini les plats, gastronomiques, complexes et les petites portions, chef. Nous revenons à une cuisine basque locale, fraîche, saine et copieuse. Je me suis tournée vers le personnel de chambre. Enlevez ces lourds rideaux de velours, laissez entrer le soleil, simplifiez les chambres. Je me suis tournée vers Henri. Jetez les uniformes de serveur. Vous porterez des chemises en lin blanc et des pantalons confortables. Vous ne vous adresserez plus aux clients en utilisant le vous, mais le nous. Que faisons-nous, madame? Demanda Henri, les yeux brillants. J'ai souri. Le rêve bleu est en train de mourir, ai-je dit. Nous l'enterrons. Cet endroit s'appelle désormais l'Océan Libre. C'est un camp de surf, de yoga et de bien-être. Au début, tout le monde était surpris. Transformer un hôtel de luxe en camp? Cela semblait fou. Mais ensuite, j'ai vu le poids qui pesait sur leurs épaules s'envoler. Ils étaient les libérés du régime oppressif et perfectionniste de Julien. Les travaux ont commencé. Mais il ne s'agissait pas d'une destruction, mais d'une reconstruction pour revenir à l'essentiel. Nous avons retiré l'énorme lustre intimidant du hall d'entrée. À sa place, nous avons accroché des planches de surf en bois réalisées par des artistes locaux. Nous avons vidé la salle de bal, recouvert les miroirs et transformé la pièce en un immense studio de yoga. Nous avons transformé le bar en bar détox et vitamines. Et surtout, Julien a appelé de prison. J'ai décroché le téléphone. Maïté, a-t-il dit. Sa voix était chevrotante. J'ai entendu dire que tu détruisais l'hôtel. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Un camp hippie? Tu détruis ma vision? J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai pris une profonde inspiration. Ta vision a échoué, Julien, lui ai-je répondu. Ma vision, quant à elle, surfe sur une nouvelle vague. Et tu sais quoi? Cette vague est énorme. Bah, c'est normal qu'on passe cette poche. J'ai raccroché. Ici, au milieu de cette transformation, parmi les odeurs de poussière et de peinture, je m'adresse à vous. Avez-vous déjà senti les fondations de votre vie s'effondrer? Parfois, essayer de réparer ce bâtiment est une erreur. Parfois, le mieux est de prendre un marteau et de démolir ses murs pour ouvrir les fenêtres sur l'océan. Le changement fait peur. La question « et si ça ne marche pas ?» vous empêche de dormir la nuit. Mais je vais vous confier un secret. Lorsque vous construisez votre propre réalité, ce bâtiment ne s'écroule jamais. Je n'ai pas perdu mon hôtel, mes amis. J'ai trouvé mon hôtel. Et maintenant, la vraie question est, où sont Julien et Élodie dans ce nouvel ordre? Comment leur histoire s'est-elle transformée en chute libre alors que la mienne prenait son envol? Préparez-vous, car le karma frappe plus fort que les vagues les plus violentes de Biarritz. Le temps est un architecte étrange. Parfois, il fait qu'une journée semble durer un siècle, parfois, il fait passer une année en un clin d'œil. Cela fait exactement 6 mois que nous avons ouvert l'Océan Libre. Nous avons détruit l'ancienne aire de stationnement en béton et l'avons remplacée par un immense jardin zen. Cette salle de bal lugubre est désormais un studio de yoga baigné de lumière matinale et offrant une vue sur l'océan. Les hommes d'affaires, tant qui avaient autrefois peur de desserrer leurs cravates, marchent désormais pieds nus sur le sable, une planche de surf à la main. L'hôtel est plein à craquer. Mais désormais, ceux qui viennent ne sont plus des beaux clients, mais des invités. Je connais leurs noms, je connais leurs histoires.
Et surtout, je vois quelque chose que nous n'avions jamais vu sous la direction de Julien, de vrais sourires. Le chiffre d'affaires? Nous avons doublé les chiffres que Julien qualifiait de meilleure saison dès le troisième mois. Parce que les gens en ont assez de payer pour du faux. Les gens ont soif de vérité. Mais chaque jour ensoleillé à son ombre. Et mon ombre se trouvait dans la salle d'audience aînée des Guétrois du tribunal de Biarritz. Le jour du procès, j'ai enfilé ma robe en lin blanc, ma préférée. Je n'avais plus à porter ces uniformes noirs et officiels d'hôtelier. J'étais libre. Quand je suis entrée dans la salle, Julien était là. 6 mois de détention l'avaient changé. Ses cheveux gominés étaient tombés, ses épaules droites s'étaient affaissées, son teint bronzé avait pris une teinte grise. Il ne pouvait pas me regarder. Il fixait la table en bois devant lui. Et Élodie, ah, Élodie, elle était jugée en liberté, mais on ne pouvait pas dire qu'elle était libre. Tout Biarritz avait parlé de la façon dont elle s'était ridiculisée sur scène ce soir-là. Elle ne trouvait de travail nulle part. Elle avait fermé ses comptes sur les réseaux sociaux. Quand elle est entrée dans la salle, il ne restait plus rien de son ancienne arrogance. Elle portait un cardigan gris bon marché. Lorsque le procès commença, la partie la plus tragique de l'histoire fut révélée. Comme on dit, l'honneur entre voleurs dure jusqu'à l'arrivée de la police. Lorsque le juge donna la parole à Élodie, ce grand amour s'évapora en une seconde. « Je suis innocente, monsieur le juge !» s'écria Élodie en pointant Julien du doigt. « C'est lui qui m'a forcée, il m'a manipulée, il m'a menacée en me disant « Si tu ne m'aides pas, je te ferai virer, je détruirai ta carrière. » Je l'ai fait uniquement parce que j'avais peur. » Julien bondit de son siège. « Elle ment, c'était son plan. C'est elle qui a eu l'idée de Rio, c'est elle qui m'a dit « Ta femme est trop vieille, elle ne mérite pas cet argent. » Silence, tonna le juge. Assise au fond de la salle, j'observais la scène avec un sourire amer. Ces deux personnes qui s'étaient autrefois unies pour me détruire s'étranglaient désormais mutuellement. Le mal est finalement un serpent qui se mord la queue. Mon avocat Pierre-Louis se pencha vers moi. « Tu prends plaisir à regarder ça ?»« Non, répondis-je honnêtement. J'ai juste pitié. Ils sont tellement petits. » Au moment du verdict, le silence s'est fait dans la salle. Le juge a regardé Julien par-dessus ses lunettes. Accusé Julien Etcheverry, vous êtes reconnu coupable de détournement de fonds, de falsification de documents et d'abus de confiance. Julien se mit à trembler. Cependant, a poursuivi le juge, vous envoyer en prison ne suffira pas à réparer les dommages causés à la victime, Maïté Etcheverry, compte tenu des dettes qui ont presque conduit l'hôtel à la faillite et des sommes que vous avez volées. C'est à ce moment-là que la justice rendit son verdict. Vous avez été condamné à 5 ans de prison. Cependant, conformément aux lois sur la bonne conduite et la liberté surveillée, vous passerez les 3 dernières années de votre peine en travaillant dans le cadre d'un emploi d'intérêt général ou d'un emploi permettant de dédommager la victime. Tous vos biens ont été saisis et 60% de votre salaire sera versé à Maïté Etcheverry jusqu'à ce que votre dette soit remboursée. Julien s'effondra sur place. Savez-vous ce que cela signifiait? Cela signifiait que Julien ne serait jamais libre, même après sa sortie de prison. Il allait travailler, il allait transpirer, et plus de la moitié de chaque centime qu'il gagnerait reviendrait à moi, à celle qu'il avait autrefois méprisée en la traitant de blanchisseuse. Il n'était même plus mon employé salarié, il était mon esclave débiteur. Quant à Élodie, elle a obtenu une liberté conditionnelle pour aide et hébergement, mais comme elle ne pouvait plus vivre à Biarritz, elle a dû retourner chez sa famille, dans cette ville grise et pluvieuse du Nord. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme caissière dans un supermarché. Plus de robe en soie rouge, seulement le bruit des codes-barres. À la sortie du tribunal, Julien a croisé mon regard alors qu'il montait dans le véhicule escorté par les policiers. Il m'a crié quelque chose à travers la vitre. N'ai pas entendu. Mais j'ai lu sur ses lèvres, il disait « Je suis désolé ». J'ai secoué la tête. Il n'était pas désolé, il avait simplement perdu. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Oui, j'avais vendu ma vieille guimbarde pour m'acheter une voiture classique décapotable. Et j'ai allumé la radio. Le soleil brillait. Mes amis, alors que nous approchons de la fin de cette histoire, je voudrais vous poser la question suivante. Faut-il nécessairement se salir les mains pour se venger? D'après mon expérience, non. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à se mettre à l'écart et à les regarder se noyer dans les vagues qu'ils ont eux-mêmes créées. Et croyez-moi, ce spectacle est aussi apaisant que la vue de l'océan. Mais attendez, ne croyez pas que l'histoire s'arrête là.
car la peine de Julien ne se limitait pas à la prison. Le juge avait déclaré qu'il paierait en travaillant. Et comme le hasard fait bien les choses, Biarritz est une petite ville. À sa sortie de prison en liberté conditionnelle, où pensez-vous qu'il allait devoir travailler? Préparez-vous pour le dernier épisode, car ce n'est pas seulement une fin, c'est la divine comédie elle-même. 3 ans. 3 ans dans une cellule de prison peuvent sembler une éternité, mais 3 ans au bord de l'océan, en tant que femme libre, ont passé comme un souffle. L'océan libre n'est plus seulement un hôtel, c'est devenu une marque. Nous avons été élus l'un des meilleurs centres de bien-être d'Europe. Le mois dernier, nous avons même fait la couverture d'un magazine de voyage très célèbre. Savez-vous quel était le titre? Le paradis né de ses cendres, la victoire d'une femme. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des magazines ni des récompenses. Aujourd'hui, je vais vous raconter la dernière et douce scène de la justice. Le temps était magnifique. Le soleil de Biarritz réchauffait le cœur. Je me suis assise à ma table préférée dans notre bar de plage, le coin zen. C'était un endroit stratégique d'où je pouvais voir tout l'hôtel et l'océan. Autrefois, Julien se serait assis à côté de moi, aurait parlé au téléphone, aurait crié après les serveurs et se serait plaint que le champagne n'était pas assez frais. Mais aujourd'hui, la place à côté de moi était vide. Et ce vide était la plus grande paix que j'avais jamais ressentie dans ma vie. Excusez-moi, pouvez-vous venir? Ai-je demandé en levant légèrement la main. Le serveur, qui venait de commencer son service, est sorti de derrière le bar. Il portait un t-shirt blanc, un short beige et un tablier vert à la taille. Ses cheveux étaient blanchis, les rides de son visage s'étaient creusées. Ses épaules étaient voûtées. Il n'avait plus rien de l'ancien roi de Biarritz. C'était juste un homme d'âge mûr, fatigué, marqué par les coups durs de la vie. Julien. Oui, vous avez bien entendu. Après sa sortie de prison, personne ne voulait l'embaucher. Qui aurait osé laisser un ancien directeur condamné pour détournement de fonds approcher de sa caisse? Il était obligé de trouver un emploi par décision de justice, sinon sa libération conditionnelle serait annulée. Et moi, je lui ai fait une faveur. Par l'intermédiaire de mon avocat Pierre-Louis, je lui ai fait une proposition. Il peut commencer à travailler comme serveur au bar de plage de l'Océan Libre, salaire minimum, pourboire inclus dans la caisse commune. Un homme fier aurait refusé, mais un homme affamé et endetté, il devait accepter. Julien s'est approché de ma table. Il tenait son plateau si fermement que les jointures de ses doigts étaient blanchies. Il n'a pas croisé mon regard. Ses yeux étaient fixés sur le menu posé sur la table. Voici, madame, dit-il d'une voix étouffée. Le mot madame semblait sortir difficilement de sa bouche. J'ai légèrement baissé mes lunettes de soleil et je l'ai regardé. Je ne ressentais ni haine ni colère. Je sentais simplement que la boucle était bouclée. L'homme qui m'avait autrefois réprimandé devant le personnel m'avait envoyé à la buanderie et m'avait dit « Tu n'es là que pour servir ». Attendez maintenant ma commande. « Julien, pouvez-vous m'apporter un cocktail Liberté ?» lui ai-je demandé en souriant. « Avec beaucoup de glaçons. Et n'oubliez pas la menthe, vous savez, les détails ont leur importance. » Julien déglutit. Je vis son menton trembler. « Tout de suite, madame, dit-il. » Alors qu'il se retournait et se dirigeait vers le bar, je regardais son dos voûté. À ce moment-là, je compris que la vengeance n'était pas de crier, la vengeance n'était pas de claquer les portes. La véritable vengeance, c'est de profiter de sa vie, tandis que ceux qui vous ont fait du mal ne sont plus que des figurants. Il n'était plus le méchant de mon histoire. Il n'était plus que l'homme qui m'apportait mon verre. Mon cocktail est arrivé. Julien a posé le verre devant moi. Ses mains tremblaient. « Bon appétit !» a-t-il dit avant de s'éloigner rapidement. J'ai pris une gorgée dans le verre froid. Le goût était celui de la victoire. Chers amis, merci de m'avoir écouté pendant ce long voyage, d'avoir partagé ma douleur et ma victoire. Je termine ici mon histoire. Certains d'entre vous se demanderont peut-être: cette punition est-elle suffisante? D'autres diront peut-être: Maïté a été trop cruelle. Mais n'oubliez pas, la vie est comme un hôtel. Vous arrivez, vous restez, puis vous partez. Ce qui compte, c'est l'état dans lequel vous laissez votre chambre. Julien a saccagé, cassé et renversé tout ce qui s'y trouvait. Maintenant, il la nettoie. Quant à moi, je profite simplement de la vue. Si un jour vous passez par Biarritz, je vous attends à l'Océan Libre. Vous verrez peut-être un serveur aux cheveux blancs,
et a l'air triste au bar de la plage. Ne lui donnez pas de pourboire. Il a des dettes, on le lui retranche déjà de son salaire. Mais passez me voir. Nous boirons un cocktail liberté ensemble. Et un dernier mot, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer cette vidéo et, si vous avez vous aussi vaincu vos propres Juliens dans votre vie, de partager votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas, les meilleures vagues viennent après les plus grosses tempêtes. Restez sur votre planche de surf. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.